Donc après ces quelques rappels de stratégie, tactique, finalité, convergence de l'offre et de la demande, je reviens au plan de ce diaporama. Alors comme indiqué précédemment, on va voir deux aspects dans cette section, ce paragraphe, je ne sais pas comment je peux l'appeler, relatif aux points communs des techniques de marketing RH. On va voir d'abord le travail de la firme sur son offre de ressources humaines et le travail de la firme sur la demande émanant des cibles. Alors voyons en premier lieu le travail de la firme sur sa propre offre RH. Alors ce point est important pour au moins deux raisons et sans doute plus, mais je vous en propose deux qui me paraissent essentielles. Primo, le travail de la firme sur son offre RH est important parce que c'est le point de départ de tout en matière de marketing RH. C'est ce que je veux dire par là. Pour répondre, il faut se rappeler et s'interroger sur ce à quoi sert le marketing RH. Eh bien, on a vu depuis le début que le marketing RH, et il ne faut pas oublier ce point qui, à mon avis, est très très important, a pour objectif de permettre à la firme d'attirer vers elle des collaborateurs qui correspondent à ses besoins. Les buts du marketing RH sont d'attirer, de recruter, d'intégrer, de conserver ou de fidéliser les bons collaborateurs. Encore une fois, hein, vous voyez, je fais une petite parenthèse, vous voyez qu'il suffirait de remplacer RH par client pour faire du marketing produit à la place du marketing RH ou inversement. Et ce n'est pas un hasard. Donc, attraction, recrutement, intégration, fidélisation des collaborateurs. Je poursuis. Pour mettre en œuvre le marketing RH, la firme doit absolument se connaître. C'est un peu l'application marketing RH de la fameuse phrase qu'on prête à Socrate, au philosophe Socrate. Connais-toi toi-même. Autrement dit, savoir ce qu'on est vraiment, savoir ce qu'on veut, et savoir aussi ce qu'on peut. On peut appliquer ça pleinement à la firme, et notamment dans sa démarche de marketing RH. Donc ça, c'est le premier point, la première raison qui me paraît essentielle à connaître sur le travail de la firme sur son offre RH. La deuxième raison, c'est que non seulement le travail de la firme sur son offre RH est un point de départ, mais c'est aussi un point d'arrivée. En effet, c'est à partir de ce qu'elle est, donc sa culture, sa raison d'être, sa finalité, mais aussi au-delà des chiffres comptables, sa situation réelle en termes humains, matériels, financiers, etc. Ce qu'elle veut, quels sont ses objectifs de long terme, quelle est sa stratégie, etc. Ce qu'elle peut, de quels moyens humains, matériels, financiers la firme dispose, quelles sont les limites de ces moyens, quelles sont les perspectives des marchés, de biens ou de services sur lesquels la firme évolue, les perspectives aussi de marché de biens et de services ou de facteurs de production dont elle a besoin, etc. Donc c'est à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle peut que la firme va pouvoir définir les profils d'emploi qu'elle recherche. Le travail de la firme sur son offre RH lui permet donc à la fois de construire une base solide pour mettre en œuvre le marketing RH, ça c'est le point de départ. On a parlé à l'instant, je fais une parenthèse, dans les articles de Catherine Abou-El-Kaïr et de Aude Barral, des problèmes de recrutement, quand une entreprise définissait mal ses besoins. Ben, on y est. Il faut une base solide pour mettre en œuvre le marketing RH. Et pour construire cette base solide, il faut que l'entreprise explicite ce qu'elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Ça, c'est le point d'arrivée. En d'autres termes, le marketing RH ne pourra vraiment être mis en œuvre de façon profitable qu'à la condition d'avoir pleinement fait, je dirais, la synthèse de la firme. Alors, en disant ça, je vois la nécessité aussi d'expliciter. Je veux dire deux choses hein, en disant il faut que la firme fasse sa synthèse en quelque sorte. La première chose, c'est que la démarche de marketing RH doit être pilotée par le service RH en plein accord avec la direction et les autres services. Dans la démarche de marketing RH, le service RH est un porte-parole de la firme. Ce qui signifie dans mon esprit que le service RH parle quand les autres ont parlé. Les autres, c'est qui? C'est la direction, c'est les services qui ont exprimé leurs besoins, etc. Les ressources humaines ne peuvent donc pas travailler en autonomie, on dirait maintenant hors sol. Ce sont des moyens, je dirais, de réaliser une stratégie.
même si les ressources humaines proposent, le service des ressources humaines propose, bien sûr, à son idée sur la stratégie, propose, débat, etc., mais ne peut pas travailler seul. C'est une évidence, mais je pense qu'il faut le rappeler. Et le marketing RH à l'intérieur de ça, c'est pas simplement une technique, un truc qu'on va plaquer donc comme ça, voilà, on va... Non, c'est quelque chose qui doit être raisonné et pensé avec l'ensemble de la firme. La deuxième chose, c'est que pour faire la synthèse de la firme, ou faire la synthèse de la firme, ça veut dire que l'offre RH doit rester cohérente et sincère. Alors cohérente en interne, l'offre doit correspondre aux besoins RH de la firme. Sincère, c'est que l'offre doit être perçue par les cibles comme correspondant à la réalité. À partir de là, la firme qui va travailler sur son offre RH doit au minimum agir dans trois grandes directions qu'on va voir juste après. Elle doit donc, comme je l'indique sur la diapositive, identifier ses métiers, préciser son offre employeur et créer ou révéler une image employeur. Alors, la firme doit identifier ses métiers. Son ou ses métiers d'ailleurs. Quand je parle de métier, il s'agit du métier de la firme. Alors c'est un sens un tout petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Ici, la notion de métier exercé par les firmes ou les entreprises est beaucoup plus large que la notion de métier exercé par les individus. Le métier de la firme, comme je l'indique dans la diapositive, c'est son activité de base. Alors je donne quelques exemples. Hein. Le métier de Carrefour, de Monoprix, d'Hyper U, de Casino, c'est le commerce de détail. Le métier de Renault, de Peugeot, de Ford, de Fiat, de General Motors, Volkswagen, Toyota, bon, c'est la construction automobile. De même, Air France, Air Caraïbes ont pour métier le transport aérien. Donc, comme vous le voyez, la notion de métier apparaît assez large, à un double point de vue. D'une part, c'est une notion qui constitue le caractère principal ou l'activité principale ou de base d'une entreprise. Et on va mettre de côté finalement les autres activités qui apparaîtront un peu en décalage ou dans l'ombre par rapport à cette activité principale ou subordonnées même à cette activité principale. Par exemple, si je dis qu'Air France a pour métier le transport aérien, ça va couvrir également, mais sans qu'on en parle vraiment, d'autres activités de la firme, cette firme qui peut intervenir dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la gestion de plateformes aéroportuaires, des systèmes informatiques de réservation, etc. Il doit y avoir tout un tas d'aspects comme ça. Ça peut intervenir éventuellement même aussi dans la formation des pilotes, etc. Donc ça, c'est ce premier point de vue. Hein. La notion de métier apparaît large, à un double point de vue. D'abord, c'est une activité principale. Deuxième aspect, c'est que quand je dis que la notion de métier apparaît large, je dis aussi que cette notion est large par rapport au métier des individus. Pour expliciter ce double niveau hein, de la notion de métier, le métier d'une entreprise et le métier d'un individu, je vais reprendre l'exemple du transport aérien, tout simplement. On vient de dire qu'Air France avait pour métier principal le transport aérien. OK. Mais pour permettre à Air France d'exercer son métier, c'est-à-dire donc son activité principale en tant que firme, les personnels d'Air France devront exercer une diversité de métiers à l'intérieur de cette grande catégorie du transport aérien. Alors si on se reporte par exemple au répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM, donc très schématiquement à l'inventaire officiel hein, des différents métiers les plus pratiqués, on voit que le métier exercé par la firme Air France, donc le transport aérien, se subdivise en fait en beaucoup de catégories de métiers individuels. On distinguera d'abord les personnels navigants et les personnels sédentaires. Puis, dans les personnels navigants, on distinguera les commerciaux, je sais pas, des chefs de cabine, des membres d'équipage, des hôtesses de l'air, etc. Et les personnels techniques, commandants de bord, copilotes, éventuellement, sur certains avions, mécaniciens, électroniciens, etc. Parallèlement, dans les personnels sédentaires, on distinguera aussi les commerciaux, c'est-à-dire les personnels travaillant au siège de la compagnie ou les agents qui travaillent en escale commerciale aéroportuaire ou un superviseur aéroportuaire. Ce sont des catégories hein, qui sont dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. On distinguera donc les commerciaux et les personnels techniques, etc., etc. Donc voilà, hein, c'était juste pour éviter l'ambiguïté entre la notion de métier d'une firme et la notion d'individu. Donc il faut que la firme identifie en premier lieu son métier. Alors, dans cette diapositive, la diapositive 21, je vous invite à rechercher d'autres illustrations, bien au contraire des contre-exemples hein, de la notion de métier des firmes. Vous pouvez également regarder la fiche de cours qui concerne l'approche par métier. La notion de métier, cette fois prise au niveau, au sens individuel.
ça sera toujours intéressant pour la suite et la détermination en particulier de l'offre RH. Alors je poursuis. Au fond, pourquoi identifier le métier de la firme ou de l'entreprise? Alors j'y vois au moins 3 raisons que j'ai indiquées sur la diapositive. La première raison, c'est que l'identification du métier de la firme permet ou va permettre de renseigner aussi sur l'image de la firme, l'image qu'envoie la firme, en particulier aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs de cette firme, puisqu'on est en marketing RH. On verra ça dans les prochaines diapositives, mais c'est déjà un point important. La notion de métier ou d'activité principale de l'entreprise permet déjà donc aux candidats potentiels, aux futurs collaborateurs, de situer la firme. Sans entrer dans le détail, la notion d'activité principale ou de métier de la firme permet finalement à la personne qui souhaite intégrer l'organisation de se faire une première idée de cette firme et aussi de se faire une première idée de sa propre adaptation à la firme, de la propre adaptation du collaborateur ou du futur collaborateur à la firme. Le candidat sera-t-il adapté à la firme et la firme lui paraît-elle a priori intéressante? C'est une première chose que le métier la notion de métier de la firme peut aider à résoudre. Cet aspect nous amène à une deuxième raison pour laquelle, à mon avis, il est intéressant d'identifier le métier de la firme. Comme vous le voyez dans la diapositive, le métier affiché par la firme est souvent un élément d'attraction ou au contraire de répulsion. Ça complète un tout petit peu ce que je viens de dire à l'instant et la première raison. Selon les centres d'intérêt de chacun d'entre nous, on va être attiré peut-être par certains types de métiers ou au contraire rejeter d'autres types de métiers. Cette attirance peut être plus ou moins objective. On a vu qu'il y avait des métiers individuels qui pouvaient être à fort potentiel d'embauche, de développement de carrière, de rémunération, etc. Et puis il y a d'autres métiers qui apparaissent plutôt en déclin. On avait vu la notion de cycle de vie des métiers, au sens de métiers pratiqués par les individus. Eh bien, on retrouve un peu la même chose en ce qui concerne les métiers des firmes. Et c'est pas étonnant, puisque finalement, ces métiers des firmes reposent sur une sorte d'agrégation, de sommation des types de métiers individuels, si on veut. On se rapproche un tout petit peu ici de ce qu'on a déjà vu, à savoir la notion de branche professionnelle, hein, c'est-à-dire un ensemble de métiers connexes, hein, comme dit la législation, la boulangerie-pâtisserie, la restauration, l'hôtellerie, la métallurgie, le transport maritime, les transports publics de passagers, etc. Donc c'est des branches hein, qui représentent à elles seules aussi des types de métiers de firme. Donc en lien avec la première et la deuxième raison, c'est-à-dire l'image de la firme et puis une sorte d'effet d'attraction, de répulsion, il y a peut-être aussi une troisième raison qui explique la nécessité pour la firme d'identifier ou d'expliciter son métier. C'est que le métier affiché par la firme renseigne indirectement aussi sur les filières de développement à l'intérieur de la firme, ou les filières en développement à l'intérieur de la firme. D'une part, un métier de firme qui est défini assez largement comme la construction automobile ou le commerce de détail, peut laisser penser aux futurs collaborateurs qu'il existe à l'intérieur de ce grand métier général une grande diversité de métiers individuels, comme on l'a vu rapidement un peu pour le transport aérien. D'autre part, et c'est un aspect complémentaire, un métier de firme défini largement laisse entrevoir aux futurs collaborateurs des possibilités de développement de carrière, avancement, formation, rémunération, mobilité, géographique, fonctionnelle, etc., dans ces firmes. Et ça, c'est un point aussi important. Alors on est convaincu de la nécessité pour la firme d'identifier son métier de base, hein. On a vu le pourquoi, identifier le métier de la firme. Il se pose cependant maintenant une autre question, qui, comme vous l'avez compris, est de savoir comment l'entreprise peut identifier son métier de base. Alors, pour la plupart des firmes, cette question ne se pose pas vraiment, hein. Soit parce qu'elles n'ont aucun doute sur leur métier de base, soit parce que ces firmes sont de taille relativement petite, hein, une PME par exemple, ou une TPE, et qu'elles sont centrées sur des métiers individuels bien identifiés, hein, qui sont généralement le métier exercé par le créateur de l'entreprise ou le patron actuel de l'entreprise. Donc là, pas de difficulté, c'est quand même une majorité d'entreprises qui sait ce qu'elle fait, qui connaît son métier en quelque sorte.
Mais il existe des entreprises qui se sont constituées progressivement autour d'un métier de base et qui, par des mécanismes divers, et en particulier des mécanismes de fusion ou d'acquisition, ont multiplié des métiers différents. Si vous observez par exemple des entreprises comme Securitas ou l'entreprise Honnête, O-N-E-T, hein, ces entreprises sont déjà relativement anciennes, hein, et ont démarré sur des métiers de base différents. Bon, la sécurité privée pour Securitas, et puis la manutention et la propreté pour Honnête. Alors, si je fais une petite parenthèse en m'attardant un tout petit peu sur ces entreprises, on va voir que, par exemple, Securitas a été fondée en Suède en 1934 et se consacrait au départ à la sécurité, au transport de fonds, au gardiennage, puis par des acquisitions successives. Elle a un peu diversifié ses métiers tout en restant autour de la sécurité privée. Alors, au transport de fonds et au gardiennage, elle a ajouté après la Seconde Guerre mondiale la sécurité incendie, la télésurveillance, les systèmes de sécurité électronique, puis plus récemment les contrôles de sécurité dans les ports et les aéroports après les événements en particulier du 11 septembre 2001, la cybersécurité, même la protection maintenant des navires marchands contre la piraterie maritime. Parallèlement, la firme s'est étendue au-delà des frontières de la Suède et exerce désormais dans 58 pays et compte, je crois, 370 000 collaborateurs, dont plus de 16 000 en France. Présentons Honnête maintenant, donc deux entreprises type. Bon, c'est une entreprise déjà assez ancienne, hein, fondée à Marseille à la fin du 19e siècle. Elle se consacrait essentiellement à la manutention portuaire et puis à la propreté, hein, depuis le 19e siècle, notamment, je crois, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'elle exerçait dans le nettoyage des paquebots en escale. Et puis elle s'est diversifiée dans la seconde moitié du XXe siècle et couvre aujourd'hui une dizaine de métiers différents autour de 3 ou 4 grands pôles. Alors moi j'ai identifié pôle propreté, nettoyage industriel, gestion des déchets, un pôle logistique et manutention, un troisième pôle sécurité privée, sécurité aéroportuaire, vidéoprotection, et un quatrième pôle ressources humaines, et notamment intérim et formation. Alors, Honnête compte aujourd'hui 64 000 collaborateurs dans une dizaine de pays. En vue de l'extérieur, par exemple, avec les yeux d'un futur possible collaborateur, donc une cible appartenant au Halo, il peut être facile d'identifier le métier général de Securitas. Vous voyez, la sécurité privée. Mais en revanche, ça va être peut-être plus difficile d'identifier le métier d'Honnête, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs pôles, hein, mais qui représentent quand même des métiers largement différents, en tout cas des métiers, des secteurs dans lesquels on ne peut pas passer de l'un à l'autre facilement. Dans les deux cas, hein, cependant, hein, Honnête et Securitas, il n'est pas toujours facile d'identifier les métiers individuels, qui sont, entre guillemets, derrière la façade du ou des métiers de la firme. Dans ces conditions, la question vraiment se pose de savoir comment la firme peut identifier et puis donner à voir son ou ses métiers principaux. Et sans être exhaustif, on peut utiliser plusieurs techniques pour lever le doute, hein, comme disent les navigateurs, sur ces métiers. Alors, j'ai dressé une petite liste de ces techniques, hein, sur la diapositive à l'écran. D'abord, on peut utiliser des enquêtes d'opinion ou des échantillonnages internes ou externes. En interne, c'est un peu facile parce que bon, généralement, les gens qui travaillent dans une entreprise savent à peu près ce qu'ils font, ce que fait l'entreprise. Mais un échantillonnage et une enquête d'opinion, un sondage externe peut être intéressant justement pour avoir un peu l'image déjà que l'entreprise donne à l'extérieur de son métier. On peut utiliser des mécanismes un peu plus techniques, mais tout à fait simples, c'est-à-dire regarder la répartition des chiffres d'affaires entre les différentes activités. Mais ça, au fond, ça ne va pas forcément être transparent et visible à l'extérieur. Et donc, ça ne sera pas forcément toujours très utile, notamment vu du futur collaborateur, donc, qui s'intéresse à la firme. Troisième technique, peut-être la répartition des effectifs dans les différentes activités. Là, ça va permettre effectivement de voir ce qui est considéré comme important, hein, dans la firme, ce qui requiert vraiment son attention et ce qui est peut-être considéré comme secondaire. Donc ça permettra déjà un classement, mais ce n'est pas toujours non plus très visible de l'extérieur. Encore que ce soit plus visible
que le chiffre d'affaires qu'on a évoqué précédemment. Quatrième possibilité, ce que j'appelle la carte de visite de la firme, c'est-à-dire la manière dont la firme elle-même se présente ou se voit dans sa propre documentation ou sur son site web pour faciliter les choses. C'est-à-dire généralement, la firme a une manière de se voir et va mettre en évidence les points les plus attirants, hein, souvent. Et c'est ce que j'appelle sa carte de visite, ça peut être intéressant. Par contre, la carte de visite ne renseigne pas forcément sur la sincérité de l'image ou de l'offre. Du métier. L'entreprise peut vouloir mettre en évidence des métiers attirants et qui ne correspondent pas à la réalité ni comptable, le chiffre d'affaires, ni ressources humaines, les effectifs. Il peut y avoir aussi l'étude ou la recherche de l'héritage, hein, de l'entreprise avec sa culture d'entreprise. Et là aussi, on peut trouver des éléments dans la documentation de l'entreprise. Donc voilà, en gros, on peut avoir une idée, hein, de ça pour une idée pour identifier les métiers avec différentes techniques. Il n'y a pas de règle absolue, hein. Faut tester un peu toutes les techniques et puis voir celle qui marche. Celle qui marche, c'est la technique qui correspond à ce que voit le collaborateur vu de l'extérieur. C'est pas, par exemple, le chiffre d'affaires, si ça n'est pas transparent à l'extérieur, ne présente pas vraiment d'intérêt. C'est un indicateur qui aide et sur lequel on peut travailler, mais c'est pas forcément un truc à mettre en avant, hein, pour identifier le métier. Alors une fois que la firme a clarifié pour elle-même et pour l'extérieur son ou ses métiers de base, elle peut passer à la deuxième phase qui consiste à préciser son offre employeur. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de préciser l'offre employeur de la firme? Alors, comme d'habitude, je vous propose de partir avec une définition et puis on va progresser comme ça. Alors, je pense qu'on peut dire que l'offre employeur, c'est l'ensemble de ce que la firme s'engage réellement à offrir à ses collaborateurs. Donc, on avait déjà un tout petit peu vu ça dans les précédentes séances. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de ce que la firme s'engage à offrir à ses collaborateurs? Ben, ça peut être, par exemple, un métier valorisant, une rémunération et des avantages matériels, ça peut être des loisirs ou des congés, et des congés, ça peut être des opportunités d'évolution professionnelle et de carrière, ça peut être de la qualité de vie au travail aussi, bien sûr. Ça peut être l'adhésion du collaborateur à une marque employeur prestigieuse. Si je reprends par exemple Securitas, ben, il faut savoir que cette firme, c'est le numéro un, la sécurité privée en France, ce qui peut être un facteur d'attraction, hein, pour certains collaborateurs. Même chose avec les divers classements d'entreprises, tels que les classements de l'Institut Great Place to Work, qui, comme son nom l'indique, classe les entreprises où il fait bon travailler. Ce classement se fait à partir d'une batterie de critères et permet de définir donc les meilleures entreprises. Par exemple, en 2020 en France, j'ai noté que les meilleures entreprises de ce point de vue-là étaient Mars, entreprise de confiserie, Decathlon, Ernst Young, donc la société de conseil aux entreprises, etc. Dans le contenu de l'ensemble de ce que la firme s'engage réellement à offrir à ses collaborateurs, il y a aussi éventuellement des choses un peu plus immatérielles, hein, des valeurs à partager en quelque sorte avec les salariés. Alors, l'offre employeur a donc un contenu plus large, hein, que l'offre d'emploi au sens strict. Euh, si j'essaye d'aller un peu plus loin, je dirais qu'avec l'offre d'emploi, le collaborateur se voit offrir un poste, hein, même si on verra un peu plus bas que les notions de poste et d'emploi ne sont pas identiques. Le collaborateur se voit offrir un poste alors qu'avec l'offre employeur, la promesse est beaucoup plus large et de plus long terme. Et le collaborateur se voit offrir non plus un poste, mais toute l'entreprise, si on peut dire, ou plus exactement la possibilité d'évoluer dans la firme et de participer à l'aventure, entre guillemets, de la firme. On pourrait tout aussi bien parler de promesses employeurs euh, plutôt que d'offres employeurs. Ce qui nous amène ou nous ramène au dernier point. L'offre employeur est la base
du contrat psychologique entre l'employeur et le salarié, entre l'employeur et le collaborateur. On en a parlé au PowerPoint précédent en évoquant le lien entre l'offre RH et la demande RH dans le paragraphe, si je me souviens bien, relatif à la compréhension hein, de la demande émanant des cibles du marketing RH. Je ne reviens donc pas sur ce point du contrat psychologique qui a été mis en lumière hein, aux États-Unis au début des années 1960 par un professeur en sciences sociales à l'université Harvard, Chris Argyris, 1923-2013. Donc, vous retrouverez hein, dans le PowerPoint précédent des éléments hein, sur ce contrat psychologique qui est important. À ce propos, je vous invite à revoir l'article d'Astrid Mullenbach-Server derrière le contrat de travail des promesses à tenir. Alors après cette première phase d'identification du métier de la firme, c'est-à-dire de son activité principale, en tout cas celle qui permet de l'identifier à l'extérieur en un clin d'œil. Après donc la phase d'identification, nous avons abordé l'offre employeur qu'il s'agit de définir ou de préciser. Ce point est également important. Alors il est important pourquoi? Eh bien, on a dit que l'offre employeur était l'ensemble de ce que la firme s'engageait à offrir à ses collaborateurs, à offrir réellement à ses collaborateurs. C'est des avantages économiques et matériels, donc des avantages plutôt objectifs, mais ça peut être aussi des avantages immatériels, voire même émotionnels, donc des avantages plutôt subjectifs qui seront évalués ou ressentis différemment hein, selon chaque collaborateur ou futur collaborateur. Cette offre employeur est la base du contrat psychologique dont on vient de parler entre l'employeur et le futur collaborateur et sera naturellement la base de l'offre d'emploi elle-même et du futur contrat de travail, bien sûr. Donc ça, c'est un point à noter. Alors pourquoi préciser l'offre employeur? Là encore, on peut y voir plusieurs raisons. Alors d'abord, en cohérence avec le métier de la firme, l'offre employeur doit permettre d'attirer les futurs collaborateurs et aussi de fidéliser les collaborateurs actuels. J'en profite ici pour faire de nouveau une parenthèse et redire l'importance de la sincérité de l'offre. On a vu avec le contrat psychologique, notamment, hein, que les futurs collaborateurs s'attendaient que les promesses qu'on leur a faites à l'embauche se réalisent. Or, quelquefois, le décalage dans le mauvais sens entre les promesses et la réalité du travail dans la firme, c'est-à-dire une réalité inférieure aux promesses, est à l'origine de plusieurs risques potentiels ou de difficultés même réelles en matière de ressources humaines. Ça peut être un collaborateur déçu, ça peut être un turnover excessif, ça peut être des coûts de recrutement successifs hein, sur un même emploi qui sont importants. Ça peut être du bad buzz, comme on dit sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, et tout ensemble, hein, bien sûr, une baisse de mobilisation ou de productivité des collaborateurs déçus. Quoi d'autre encore? Bah, une mauvaise ambiance de travail, un absentéisme inhabituel. On peut même avoir aussi dans certaines firmes une sorte de guérilla syndicale, si je puis employer ce terme. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas d'esprit de collaboration entre les salariés et l'employeur. Et tout peut être sujet de conflit à partir du moment où il y a cette mauvaise ambiance liée peut-être à la déception initiale hein, qu'ont subi certains collaborateurs qui n'ont pas trouvé dans l'entreprise ce que l'entreprise promettait. Alors dans l'offre employeur, les promesses faites aux futurs salariés doivent trouver leur concrétisation également pour les collaborateurs actuels. Autrement dit, le bon traitement, entre guillemets, des collaborateurs actuels, non seulement aide à fidéliser, mais encore honore, si on peut dire, la promesse faite aux futurs collaborateurs. Alors je reviendrai un tout petit peu sur ce point avec un peu plus tard, hein, avec une anecdote sur Copenhague, la capitale du Danemark. Alors il y a une deuxième raison pour laquelle il est utile de préciser l'offre employeur, pardon. C'est qu'il faut donner aussi envie de travailler pour la firme.
Alors, naturellement, l'envie d'entrer dans une firme n'est pas toujours objective, hein. Au-delà des aspects matériels, on peut même être essentiellement subjective. Coup de foudre, coup de cœur, etc. Mais le fait de rester dans la firme est souvent basé sur des aspects objectifs. C'est pourquoi l'offre employeur doit être précisée pour attirer le futur collaborateur et être sûr de le garder. Puis il y a une troisième raison pour laquelle il faut, à mon avis, préciser l'offre employeur, c'est que l'offre employeur doit veiller à afficher des valeurs que j'appellerais sincères et efficaces. Alors, sincère, je reviens sur ce terme, la sincérité, c'est pas une notion, dans mon esprit, c'est pas du tout, enfin, c'est pas exactement une notion morale, même si c'est qualifié comme tel. La sincérité, c'est surtout une correspondance avec la réalité. C'est tenir parole, c'est dire la vérité, c'est correspondre à la réalité. Donc les promesses doivent être sincères, donc dans mon esprit, elles doivent correspondre à la réalité, elles doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent correspondre ou s'approcher, ou même d'ailleurs simplement être compatibles avec les valeurs des futurs collaborateurs et des collaborateurs. Ce qui nous amène à la question du comment, hein. C'est après avoir vu le pourquoi, on va voir le comment. Comment préciser l'offre employeur? Alors, comment préciser l'offre employeur? Rapidement, je vais souligner deux aspects, hein, que j'ai décrits dans la diapositive. Le premier aspect souligne que la manière de préciser l'offre employeur est, ou peut être, une tâche délicate. Alors, ce n'est pas le cas pour les entreprises qui connaissent bien la situation de leur personnel. Je veux dire par là les entreprises qui connaissent bien leur cartographie des emplois, entre guillemets, autrement dit, encore, les firmes qui recrutent habituellement en connaissant bien leurs besoins. Mais cette situation bien maîtrisée ne se rencontre pas dans toutes les entreprises. Certaines firmes ne se connaissent pas si bien que ça. En d'autres termes, pour reprendre Socrate, elles ne savent pas toujours qui elles sont, c'est-à-dire leur culture, quelle est leur culture, quelle est leur raison d'être, leur finalité, quel est l'état de leur force, pour reprendre encore une analogie militaire, etc. Elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent, au fond, quels sont leurs objectifs de long terme, leurs stratégies, etc. Alors souvent, bien sûr, la stratégie est une stratégie à minima, c'est-à-dire une stratégie de survie qui est respectable également, mais ce n'est pas une stratégie nécessairement de conquête, de marché, de développement. C'est une stratégie de maintien, une stratégie un peu de défense. Et puis, elles ne savent pas toujours ce qu'elles peuvent en termes humains, matériels, financiers. Souvent, bon, on est vite bloqué par les capacités financières de développement. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut essayer de développer de la ressource humaine? On a évoqué au début du cours la notion de capital humain, elle s'applique pleinement là aussi. Donc, pour résumer, je prétends que beaucoup de firmes ne savent pas toujours se elles ne se connaissent pas toujours, pour reprendre Socrate. Elles ne savent pas qui elles sont, ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent. En tout cas, pas nécessairement de manière précise. Alors, préciser justement l'offre employeur est, dans ce cas-là, une tâche délicate qui, à mon avis, impose au minimum un certain nombre de choses à faire. Alors, première chose, c'est faire ou refaire un inventaire actualisé des moyens à partir des fiches de poste. Ça, c'est un point important. Le cas échéant, procéder à des enquêtes internes ou externes, c'est-à-dire faire ou refaire la cartographie des postes que j'évoquais il y a quelques instants, savoir qui fait quoi, à quel endroit, pour quelle raison, dans quel service, etc. Essayer de préciser tout ça. Ça impose également de préparer une veille ressources humaines, une veille RH, qu'on verra un tout petit peu après, c'est-à-dire de rechercher ce qui se fait dans les entreprises du même type ou évoluant sur le même marché. Tout ce qui se fait, sous-entendu, ce qui se fait de bien et qu'on peut éventuellement imiter. Et puis, ça implique aussi cette tâche délicate d'examiner ou d'évaluer les résultats de la veille RH. Quels sont les emplois les plus recherchés, avec quel profil, pardon, en termes de qualification, d'expérience, de rémunération, etc. Alors, en parenthèse, je dis que c'est une tâche délicate parce qu'elle peut conduire en fait à découvrir et donc peut-être à remettre en cause des emplois qui ne participent pas pleinement au chiffre d'affaires. Donc il peut y avoir des révisions déchirantes à ce moment-là, quand on remet en cause peut-être ou quand on observe l'état des choses, l'état réel des choses. Alors le second aspect de cette
question, hein, comment préciser l'offre employeur, c'est que la manière de préciser l'offre employeur, justement, doit prendre en compte certains points impératifs. Alors, dans mon esprit impératif, c'est que c'est des choses que la firme ne doit pas oublier dans le processus de marketing RH. Alors, ces points impératifs sont que, d'abord, l'offre employeur doit être autant que possible une synthèse des caractères de la firme. Alors, je dis autant que possible parce qu'en disant synthèse des caractères de la firme, je rappelle en fait deux exigences. D'une part, il faut présenter tous les caractères de la firme, c'est-à-dire non seulement les métiers de la firme qu'on a un tout petit peu survolés, mais aussi les caractères distinctifs de la firme, son rang au niveau local, national, voire international, sa contribution au bien-être de son environnement immédiat, son rôle dans l'économie ou la politique de sa région, de son pays, etc. Et il y a une deuxième exigence, c'est qu'il faut en faire la synthèse pour frapper les esprits, si on peut dire, et éviter l'énumération de caractères qui peuvent être soit contradictoires, soit un peu ennuyeux et finalement nuire à l'offre employeur. Donc il y a ces deux exigences dans la notion de synthèse de la firme. Une première exigence qui est de rassembler tous les caractères de la firme et ensuite de les regrouper dans une formule qui puisse un peu frapper les esprits. Alors je prends rapidement un exemple sur lequel je vous demande de réfléchir de votre côté. C'est par exemple se demander comment la firme Total, le groupe pétrolier, peut présenter une synthèse de ses propres caractères. Alors, si on s'essaye à une petite liste très, très, très rapide, hein, des caractères de Total, on peut dire que c'est un important groupe pétrolier et chimique mondial, que la firme exerce de nombreuses activités hein, autour de la recherche, de l'exploitation et de la commercialisation des produits pétroliers. C'est une multinationale française. Elle offre de nombreux métiers à ses collaborateurs, c'est aussi un caractère important. Il y a quelques années, son quartier général a été transféré de Paris à Londres. Le groupe s'est organisé pour ne pas payer ou payer très peu d'impôts sur les sociétés en France. C'est une industrie fondée sur l'énergie fossile et la pétrochimie, donc sur l'exploitation de la pollution de la planète, sur des activités qui peuvent être dangereuses pour l'environnement, etc., etc. Donc vous voyez, il y a dans cette présentation quelques points, il y a à peu près la moitié des points que j'ai cités qui ont un caractère positif, et puis une autre moitié qui peuvent être vus comme caractère plutôt négatif. Et donc la synthèse hein, de la firme Total va être difficile dans la mesure où justement ces points existent et qu'elle peut conduire à cette synthèse à manquer de sincérité, c'est-à-dire à trahir un peu la réalité des choses. Alors je reviens aux points qui doivent être impérativement pris en compte dans l'offre employeur. D'abord, comme je viens de le dire, l'offre employeur doit être autant que possible une synthèse des caractères de la firme, avec les difficultés qu'on peut imaginer, notamment avec le petit exemple que je viens de donner. Ensuite, l'offre employeur doit correspondre à la réalité. C'est ce que j'appelle la sincérité. Mais on a déjà évoqué ce point plusieurs fois. Je dis par parenthèse hein, que ce point, à savoir la sincérité, donc la correspondance entre la promesse faite par la firme et la réalité de l'emploi, peut rendre d'autant plus difficile l'établissement de la synthèse des caractères de la firme. Voilà, je ferme la parenthèse. Enfin, il y a un troisième point sur la question de la précision de l'offre employeur, c'est que l'offre employeur doit être adaptée ou déclinée pour chaque type d'emploi visé par cette offre. Ça, c'est un point. Alors, je ne vais pas le détailler, mais j'indique seulement que l'offre d'emploi doit essayer de faire correspondre les objectifs généraux de la firme avec ceux du futur collaborateur ou du collaborateur actuel, afin qu'ils acceptent l'un et l'autre la firme et le collaborateur, pardon, de faire un bout de chemin ensemble. Hein. En d'autres termes, il serait sans doute idéal que la firme et le collaborateur soient d'accord sur tout. Mais dans la pratique, on remarque que ça n'est pas toujours le cas. Et puis, force est de constater que ça n'est pas toujours nécessaire. Il suffit que la firme et le collaborateur soient d'accord sur une partie des objectifs et des moyens, ou une partie des objectifs ou des moyens, et ça peut suffire. C'est un peu comme des partis politiques hein, qui font une alliance pour gouverner. Et ils ne sont pas nécessairement d'accord sur tout. Il suffit qu'ils tombent d'accord sur un programme commun de gouvernement pour une durée limitée, une législature par exemple. Ainsi, donc, le futur collaborateur, sans pour cela adhérer à toutes les valeurs de la firme,
peut accepter un emploi pour une durée limitée afin, par exemple, d'obtenir une expérience, d'acquérir une expérience, ou de mettre en application ses qualifications qu'il a obtenues, par exemple, dans les études, ou, comme on dit, d'enrichir son CV, c'est-à-dire de pouvoir témoigner qu'il a travaillé pour telle grande entreprise ou tel type d'entreprise dans tel secteur qui est parfaitement renommé, etc. Donc, en face, la firme peut souhaiter aussi recruter un jeune diplômé ou une jeune diplômée avec peu d'expérience, mais avec beaucoup de volonté, de puissance de travail, puissance qu'elle va utiliser à son profit hein, pendant quelques années. Cela aussi, si on y regarde bien, fait partie du contrat psychologique, hein. La firme accepte de former et de qualifier le collaborateur et celui-ci accepte en retour de travailler pour la firme. Et puis on met entre parenthèses, si vous voulez, les points qui fâchent éventuellement. Alors, dans le travail sur son offre RH, on a dit que la firme devait faire au minimum 3 choses: identifier ses métiers, préciser son offre employeur et créer ou révéler son image employeur. C'est donc ce dernier aspect qu'on va envisager maintenant. On commence comme d'habitude par une définition, hein. J'aime bien cette manière de travailler, elle me paraît rassurante et en même temps on est sûr qu'on ne va pas trop s'éloigner, qu'on parle bien de la même chose. Alors, on appelle, ou j'appelle image employeur, les éléments constitutifs de l'identité extérieure de la firme. Alors, c'est quoi l'identité extérieure? Ça peut être son ancienneté connue, voilà. Par exemple, la firme Honnête, créée en 1860 à Marseille, ou la firme Securitas, créée en 1934 à Stockholm, ou je ne sais plus dans quelle ville de Suède. Les métiers exercés aussi. Les métiers au sens métier, activité principale, bien sûr. Sa réputation externe, j'indique sa notoriété, sa qualité, sa gestion, sa croissance, etc. Sa réputation interne, si on peut dire, en tout cas, sa réputation interne telle qu'elle est vue de l'extérieur. C'est-à-dire ça ne correspond pas forcément à une réalité, mais on est bien dans l'image, hein. Ça veut être, par exemple, la culture managériale, l'offre employeur aussi joue un rôle et recouvre à certains égards l'image employeur. L'idée aussi de ces fameuses entreprises où il fait bon travailler. Donc ça, ce sont des images qui parviennent à l'extérieur, mais qui sont en partie créées par quelque chose d'interne, hein. C'est ce que j'appelle la réputation interne. Alors cette notion d'image employeur est un tout petit peu différente hein, de celle de marque employeur. Alors vous vous souvenez que la marque employeur était définie de manière un tout petit peu floue par Franck Briet et Franck Gavoil dans leur ouvrage de 2017 intitulé Marketing RH, définie comme l'ensemble des avantages fonctionnels, économiques et psychologiques hein, fournis par l'employeur et qui lui sont associés. Donc on a ça. Donc premier aspect, on a une distinction hein, subtile entre image employeur et marque employeur. L'image employeur, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors après cette définition, je vous propose d'adopter la même démarche que précédemment et de nous interroger sur le pourquoi et sur le comment. Donc pourquoi une firme engagée dans le marketing RH doit-elle créer ou révéler sa marque employeur? Alors pour répondre à cette question, on peut réemployer, hein, sans les développer, les éléments utilisés pour justifier le recours à l'offre employeur, même si on a vu à l'instant que l'offre employeur était un concept un peu plus étroit peut-être que la marque employeur, que l'image employeur, pardon. Alors premier justificatif en quelque sorte, pourquoi une firme doit-elle créer ou révéler son image employeur? Bien sûr, comme pour l'offre employeur, pour attirer les futurs collaborateurs ou fidéliser les collaborateurs actuels. Deuxièmement, bien sûr, donner envie de travailler pour la firme. On l'a vu, hein, pour l'image employeur, pour l'offre employeur, je n'y reviens pas. Troisième point, afficher aussi, pour afficher les valeurs de la firme, correspondant, si possible, aux valeurs des collaborateurs et futurs collaborateurs. Il y a aussi un quatrième argument qui peut être propre, celui-là, à l'image employeur. On peut être obligé de travailler pour une firme anonyme, c'est-à-dire anonyme au sens propre du terme, pas au sens société anonyme. C'est-à-dire une firme pas connue ou très peu connue, ou pire, dont on ne peut pas, ou dont on ne veut pas parler autour de soi, ou dont on n'est pas fier. Mais il est très très peu envisageable de vouloir travailler pour une telle firme.
Donc il y a une petite subtilité, on peut être obligé de le faire, bon, parce qu'il faut manger, mais on n'y tire pas de plaisir, on n'en tire pas vraiment d'avantages autres que les avantages matériels, je dirais, liés au fait de travailler. C'est-à-dire que quand le futur collaborateur a le choix, toute chose égale par ailleurs, hein, comme on dit en sciences économiques, c'est-à-dire bon, pas de problème de rémunération, de localisation, de niveau d'emploi ou de qualification, ben, quand le collaborateur a le choix, il va généralement préférer travailler pour une firme connue plutôt que non connue, pour une firme dont il peut parler plutôt que pour une firme qui entretient le silence ou le secret sur ses activités. Bon, sauf naturellement si vous travaillez pour un service secret ou autre. Le collaborateur va généralement préférer aussi travailler pour une firme dont il veut parler plutôt que pour une firme dont il ne veut pas parler. Et pour une firme dont il est fier plutôt que pour une firme dont il a honte ou dont il n'est pas fier. Donc voilà un peu ces aspects qui nous renseignent déjà sur le pourquoi créer ou révéler l'image employeur, ben, pour toutes ces raisons, hein, les 3 premières raisons qui sont communes avec l'offre employeur, puis cette 4e raison, ce 4e argument que je viens d'évoquer. On vient de voir le pourquoi, créer ou révéler l'image employeur. Je vous propose maintenant de voir une seconde question, bien sûr, le comment. Comment une firme engagée dans le marketing RH doit créer ou révéler son image employeur. Alors de nouveau, on retrouve des éléments proches de l'offre employeur. D'une part, ce sont les mêmes aspects de base. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Alors quels sont ces aspects de base? Ben, en particulier, l'image employeur doit synthétiser les caractères de la firme et correspondre à la réalité. Les moyens pour créer ou révéler cette image employeur sont divers, mais comprennent généralement les mêmes éléments, en tout cas les éléments suivants. 3 grands groupes d'éléments que je présente rapidement. Il faut établir une base documentaire dans un premier temps, c'est-à-dire rechercher des éléments constitutifs de l'identité de la firme. Donc on a évoqué déjà l'ancienneté, les métiers exercés, la réputation externe, la réputation interne, etc. Donc une fois qu'on s'est fixé comme but de rechercher cette base documentaire, on peut opérer par une recherche interne, c'est le deuxième aspect, opérer par une recherche interne ou avoir recours à un conseil en image de l'entreprise. Généralement, les bureaux de conseil en image de l'entreprise sont plutôt orientés vers la clientèle ou vers les fournisseurs. Mais là, bon, c'est un travail un peu particulier. On peut mixer aussi les deux formules, c'est-à-dire une recherche interne et un recours à des appuis extérieurs. On peut s'inscrire éventuellement dans une démarche de classement de type Great Place to Work. Ça, c'est intéressant parce que l'accès plutôt au dossier de candidature à ce type de classement, payant bien sûr, mais permet de débroussailler ces questions d'image dans la perspective du marketing RH. Puis il y a un troisième groupe d'éléments hein, dans les moyens pour créer ou révéler cette image employeur, c'est que l'image employeur, c'est une image. C'est un point qu'on peut oublier parce que ben, on parle beaucoup, en tout cas je parle beaucoup, mais l'image employeur est une image. Alors il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est une image ou des images au sens propre. C'est-à-dire que ça peut être des images de locaux, où le futur collaborateur est accueilli pour un entretien, ou alors où les collaborateurs actuels bah, travaillent au quotidien. C'est l'image aussi de personnes, hein, ça peut être des dirigeants de l'entreprise ou des collaborateurs de l'entreprise. Alors, ils peuvent être plus ou moins dynamiques, sympathiques, attirer les foules, ou plutôt moins sympathiques, moins dynamiques. Donc la question de l'image des personnes physiques dans l'entreprise est importante aussi. Il peut y avoir aussi l'image, dans cette image employeur, l'image des produits ou des services vendus par la firme. Ça peut aussi être important de prendre en compte cet aspect-là. Et puis l'image, par exemple, des clients de la firme. On va s'identifier souvent à ces clients. Donc, est-ce qu'ils sont eux-mêmes sympathiques? Est-ce qu'on a vraiment envie de leur vendre quelque chose parce qu'ils sont sympathiques et non pas simplement pour leur tirer de l'argent, etc. Donc, l'image employeur est une image. Hein. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Mais alors, contrairement à l'offre employeur, par son caractère général et puis un peu moins contrôlable, l'image employeur ne peut pas être adaptée ou déclinée, si on peut employer ce terme, pour chaque offre d'emploi.
J'entends par ça les caractères généraux de l'image employeur, l'image de la firme aux yeux des employés actuels ou futurs. Ben, cette image, bon, elle peut être un peu diversifiée, mais elle va pas être adaptée à chaque type de candidature. Quand il y a une image employeur, ben, elle est relativement fixe, hein, à mon avis. En tout cas, elle n'est pas adaptable à tous les futurs collaborateurs. Et par ailleurs, il peut y avoir dans l'image employeur des caractères non contrôlables ou non adaptables, tout simplement parce qu'ils appartiennent au passé ou à une réalité peu reluisante, entre guillemets. C'est ainsi qu'avec l'image employeur, il ne s'agit pas seulement de faire des promesses, hein, pour l'avenir, comme pour l'offre employeur, mais dans certains cas de pouvoir assumer le passé et le présent, à savoir par exemple un climat social dans l'entreprise, climat qui peut être tendu, hein, des grèves éventuellement, un type de management qui peut être plus ou moins sympathique, une faible ou une forte responsabilité sociale par rapport à l'environnement de la firme, tout ça, ça s'impose aussi. Pour résumer ce qu'on vient de voir, je vous propose de reprendre des exemples, hein, permettant de définir ou d'illustrer, d'une part, les méthodes relatives à l'offre de la firme. Je vous renvoie par exemple aux fiches des bonnes pratiques de l'Institut Great Place to Work. Puis d'autre part, regardez les effets positifs ou négatifs de la réputation électronique, de l'e-reputation. Naturellement, pour ça, je vous propose de regarder un peu les éléments évoqués dans la diapositive 34, la diapositive suivante.